J'ai passé 17 années dans une cellule au Cameroun, sans lumière, infecté, victime de détention arbitraire reconnue par les Nations Unies. Et je voulais partager avec vous cette expérience parce qu'après 10 années de lutte, je suis encore sur le chemin de la réhabilitation. Vous avez passé 17 ans dans les prisons camerounaises. On va revenir sur cette histoire d'abord avant de parler de votre libération, tout le combat qui a suivi cette libération. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord votre arrestation et les premiers instants de votre détention? L'inouï de la violence ne se raconte pas. Quand vous êtes happé en pleine rue le 12 mai 1997 et qu'on vous enferme 52 jours dans une cellule, vous n'avez pas à le raconter. Tout le monde peut imaginer ce que cela peut être. Vous êtes coupé de tout et vous êtes seul, sans avocat, sans assistance. Et quand on vous arrête comme ça, qu'est-ce qu'on vous explique? Est-ce qu'on vous explique au moins quelque chose? Quand je suis arrêté, on commence à chercher comment constituer un dossier. L'arrestation n'est pas basée sur un dossier. On cherche des éléments. Et quelques jours plus tard, 12 jours sans eau, sans pouvoir me laver, on me propose de réfléchir à mon état en portant de fausses accusations contre un homme qui a dit qu'il était candidat aux élections présidentielles. On me précise que si je signe ces documents comme tous les autres, cette personne sera condamnée à mort sans jugement. Je refuse donc de céder à cette pression et de là découle une violence qui peut être morale, psychique, physique. On vous accuse de quoi alors au final? Je vous précise qu'à ce moment, il n'y a pas d'accusation. Il n'y a rien. On cherche comment coller une accusation. Et l'amplitude est large. On va partir d'une atteinte à la sécurité intérieure, détention d'armes et quelque part, on arrivera plus tard à un détournement des deniers publics. Or, je n'avais pas en gestion des deniers publics. Au début, comme vous dites, vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive. À partir de quand vous vous dites que cette affaire-là va durer longtemps? Je ne pense pas qu'elle va durer longtemps, pour être vrai. Étant de nationalité française uniquement, j'étais convaincu que la France allait intervenir immédiatement et de manière énergique, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire? J'ai passé 13 longues années sans assistance consulaire. Aucune. Jamais quelqu'un vous a appelé, jamais vous les avez contactés, il s'est jamais rien passé du côté de la France. Au regard des lourdes responsabilités qui étaient les miennes, j'estime que j'aurais dû bénéficier d'une protection consulaire majeure. J'ai vu l'assistance française être actionnée pour d'autres Français. Et je pense que je n'ai pas eu le minimum qui me permet d'être soutenu par mon pays. J'étais expatrié et j'apprends plus tard que j'étais un binational. Or, au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. D'où donc, on dit que la France ne peut pas intervenir puisque la loi du Cameroun s'applique à moi, dans ma binationalité. C'est, à mon avis, le refuge diplomatique, politique, pour ne rien faire. Et donc, je me trouve enfermé dans l'incapacité de pouvoir me défendre. Et je ne suis pas dans une prison après les 52 jours de garde à vue. Je me retrouve enfermé dans un sous-sol à la gendarmerie, dans un camp militaire, ce qui n'est pas acceptable. Comment est-ce qu'on survit 17 ans dans ces conditions? Le seul moyen de survivre,
c'est d'avoir envie de témoigner. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour témoigner. Ma contribution ne consiste pas à dire, à donner une défiance, une méfiance par rapport aux États. Mais ma contribution, c'est de participer au respect de la dignité humaine qui doit revenir à chaque citoyen. Si je me tais, je contribue à l'impunité. La raison d'État, les conventions secrètes entre les États ne doivent pas participer à abîmer la vie. Si aujourd'hui il y a tant de méfiance dans les relations diplomatiques entre les pays, notamment l'Afrique et la France et l'Europe, c'est parce que les cas comme les miens ne sont pas pris en considération. Il faut mettre fin à cela. C'est cette force intérieure qui m'a permis de tenir pour être là devant vous aujourd'hui, pour dire plus jamais ça. Vous vous êtes senti quelque peu sacrifié par ce jeu diplomatique, en fait. C'est ça que vous dites. J'ai été instrumentalisé par des conventions diplomatiques qui sont indignes et ignobles. Cette prison de 17 années, vous l'avez déjà raconté dans un premier livre, hein, qui s'appelait Otage judiciaire, 17 ans de prison pour rien, qui est paru en 2021. Vous l'avez raconté et très bien, vous avez été instrumentalisé, mais de l'autre côté, vous racontez dans ce livre qu'il y a aussi beaucoup d'abandon quelque part, notamment de la part de la France. Instrumentalisé, comme je l'ai dit, c'est les rapports secrets qui sont entre les États, où l'individu disparaît. C'est ça la place, c'est ça mon combat. Si nous voulons absolument que les jeunes, les hommes et les femmes aient confiance aux politiques, il ne faut pas que ce style de situation se reproduise. Et on abîme une chaîne humaine. Dans le premier livre, je rapporte la souffrance de ma mère qui en meurt. Vous êtes libéré il y a 10 ans. Le 24 février 2014. Racontez-nous ce jour-là. Ce jour, j'arrive à l'ambassade de France à Yaoundé et l'ambassadeur me propose un dîner. J'aurais préféré voir un médecin, une cellule d'écoute, parce que ça faisait 17 années où je n'avais pas pu m'asseoir à une table convenable. Et les odeurs de la cellule qui m'accompagnaient, moi j'avais honte. S'en suivent plutôt des restrictions. Interdiction de parler aux journalistes, interdiction de revoir tous ceux que je peux voir qui se préoccupent de mon extraction nocturne de là où j'étais. Et du coup, la demande qui m'est faite de trouver les moyens pour payer mon billet d'avion pour rentrer en France. J'aurais préféré qu'on transforme le coût du dîner qui m'était offert en ce billet d'avion qui m'était indispensable car j'avais hâte de retrouver la France pour voir mes enfants. Et être sûr qu'effectivement, ce n'était pas un rêve. Donc voilà les conditions de ma libération. Comment vous faites en fait pour trouver l'argent Une notaire au Cameroun qui était représentante des sociétés qui m'employaient va rassembler les fonds pour payer le billet d'avion. Et là, vous arrivez à Paris. J'arrive à Paris. Le ministre chargé des Français de l'extérieur m'accueille au nom du président de la République. J'ai dit, mais Madame la ministre, j'aimerais parler avec le président pour lui dire ce qui s'est passé. Parce que la libération faite par un décret de grâce présidentiel n'efface pas les séquelles de la lourde détention qui m'a été infligée injustement. Je verrai le président le 28 mars 2014, un mois plus tard. Il va m'écouter. Il m'a accordé un temps d'écoute. Mais il me dit, ce cas est inédit. Il faut trouver des solutions qui n'existent pas dans notre... On n'a jamais vu ça. Donc, c'est donc là que je dois engager un autre combat qui date de ce moment jusqu'à ce moment où je vous parle, où je n'ai encore eu
pour l'instant, aucune voie à indemnisation. Vous avez dit tout à l'heure que ce combat, c'est le combat de vos droits les plus basiques. Quand vous arrivez à Paris, qu'est-ce qui vous manque? Question pertinente. Quand vous êtes un salarié qui ne perçoit pas son salaire pendant 17 longues années, comment payer vos charges? Comment nourrir votre famille? Quand vous êtes un salarié qui n'a pas cotisé aux caisses de retraite, comment garantir, je dirais, la survie de votre parcours professionnel? Quand vous n'avez plus de droits, même pas la sécurité sociale, comment faire pour être soigné? Et quand vous avez inscrite dans votre casier judiciaire une lourde détention de 17 longues années, comment faire pour trouver un emploi? Où allez-vous vous présenter avec une attestation émise par le Quai d'Orsay qui précise la détention pendant 17 longues années, sans préciser que ces détentions étaient arbitraires selon les Nations Unies? Si vous trouvez des réponses à ces questions, vous comprendrez ce que j'ai vécu. En 2014, on voulait que j'entre dans une autre forme d'emprisonnement, qui est celle d'une mort économique et sociale. Et aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que vous direz que vous avez pu obtenir tout ça? 10 ans après, pour être précis, je n'ai rien obtenu. Je n'ai rien obtenu pour l'instant. Rien, sur aucun plan. Je n'ai rien obtenu. J'ai des processus qui sont en cours. J'ai un processus irréversible, apparemment, d'indemnisation, mais qui n'est pas encore acté. J'ai obtenu une première victoire au niveau de la Cour pénale, où la matérialité des faits que j'ai présentés devant la justice française a été reconnue pour dire qu'il y a raison de penser qu'il y a torture, séquestration et violence physique. Pour moi, c'est très important. Et enfin, la décision du défenseur des droits qui a dit en juin 2021 que le délai raisonnable de jugement n'était pas respecté dans mon cas. Comment vous allez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire. Je suis seulement là, vivant devant vous, combatif. Mais trouver un mot pour vous donner mon état d'esprit, je ne l'aurai pas, malheureusement.